Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Bienvenue en cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire, des lieux chargés d'histoire. Alors, vous êtes issu des rangs de l'École nationale d'administration. Vous avez effectué l'essentiel de votre carrière de haut fonctionnaire au sein du corps préfectoral. Mais vous avez également été directeur de la surveillance du territoire, l'ancien service de contre-espionnage, entre 2002 et 2007. Et depuis le printemps 2017, vous êtes le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à la tête d'une nouvelle structure voulue par le président de la République. Alors, monsieur le préfet, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour aborder les défis, les enjeux présents et à venir à la croisée du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et nous nous situerons dans la continuité d'une première intervention au profit du CSFRS lors des Assises nationales de la recherche stratégique à la fin 2017. Alors, la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a donc été créée par décret du président de la République en juin 2017. Vous avez porté cette structure sur les fonds baptismaux et vous en assurez la direction depuis sa création. Alors, lors de l'intervention à laquelle je faisais référence au CSFRS, vous aviez comparé votre tâche à celle d'un chef d'orchestre en matière de renseignement et de lutte antiterroriste, en charge de l'harmonie entre l'ensemble des services concourant à ces missions, ceux dits du premier cercle, ceux dits du deuxième cercle. Et alors que nous approchons du deuxième anniversaire de la coordination, je dirais pour continuer à affiler la métaphore, quel retour d'expérience pour le chef d'orchestre sur les trois mouvements de la partition renseignement, lutte contre le terrorisme, la collecte et son orientation, l'analyse et l'action. Et puis, je dirais, pour poursuivre dans cette veine, diriez-vous que le tempo de l'orchestre converge harmonieusement entre les instruments du temps long et du secret, les services plutôt de culture contre-espionnage, et les instruments du temps court et du besoin de partage, en tout cas interservice, voire même international, les services plutôt de culture contre-terrorisme? Bon, il y a plusieurs questions en général. D'abord, je ne suis pas sûr d'être le meilleur juge de l'efficacité de la coordination du renseignement que le président Macron m'a confiée. Après l'avoir rénovée, cette coordination, c'est une initiative de Nicolas Sarkozy il y a 10 ans. Et on avait certainement quelques problèmes de positionnement et de capacité vis-à-vis des services et des ministères. Et Emmanuel Macron a souhaité lui donner davantage de force, de pouvoir et s'est engagé là-dessus. C'est donc à lui ainsi qu'au Premier ministre, qui sont mes deux autorités de référence, dont je ne suis que le conseiller, d'apprécier le travail de la coordination. Ce que je constate, moi, par rapport à l'époque où j'étais moi-même chef de service, que vous avez rappelé, il y a une quinzaine d'années maintenant, encore qu'à l'époque, les services ne se faisaient pas la guerre, hein, on était très loin des clichés abondamment véhiculés sur la guerre des services, etc. C'est qu'aujourd'hui, il y a une coordination effective et très spontanée entre l'ensemble des services qui appartiennent au premier cercle ou au second cercle. C'est-à-dire que les impératifs de l'heure sont si prégnants que plus personne ne prendrait le risque de jouer perso ni de cacher sa copie. Donc j'observe une coordination naturelle qui anticipe le travail auquel je veille. Moi-même, je ne suis pas le chef des services de renseignement et la coordination n'est pas engagée dans l'action opérationnelle. Elle a une dimension de conseil, une dimension de distance, une dimension de recul par rapport au travail des services, et puis bien sûr d'orientation, d'incitation, et puis une forte dimension institutionnelle pour doter chacun de ces services d'un cadre ou de cadres de référence, d'une grammaire commune qui leur permette de mieux communiquer entre eux. S'agissant de la temporalité que vous évoquez, elle est par nature différente en fonction des sujets qu'aborde le renseignement. Traditionnellement, le renseignement, vous le savez, c'est le temps long, c'est le recul, c'est
le cloisonnement d'une certaine façon. C'est toujours vrai pour le contre-espionnage, la lutte contre la prolifération, voire certaines formes d'ingérence. En revanche, s'agissant du contre-terrorisme, qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, là, on est dans une horizontalité complète, un partage très très poussé du renseignement, alors que le partage du renseignement peut être parcimonieux sur les sujets que j'évoquais précédemment, un partage du renseignement, une quasi-fusion du renseignement et bien sûr une temporalité beaucoup plus brève, une immédiateté, une réactivité quelquefois, avec à l'intérieur même du contre-terrorisme des différences de tempo, pour filer la métaphore, comme vous dites, parce que, par exemple, le recrutement d'une source, ça, c'est un travail qui nous renvoie au temps long. Alors pour poursuivre, Monsieur le Préfet, et puis pour reprendre à nouveau vos propos de novembre 2017, la coordination, vous nous expliquiez, est à la fois une mission, mais également une vision qui se déploie dans trois dimensions, géopolitique, criminologique et stratégique. Alors, face à un monde complexe, incertain, le rôle du renseignement, c'est de contribuer à lever l'incertitude, à anticiper. Et vous insistiez à l'époque sur la nécessité de passer d'un traitement symptomatique à un traitement étiologique, à un traitement des causes du symptôme, donc des violences terroristes en l'occurrence. Alors, pour cela, quel lien la coordination entretient-elle avec la recherche stratégique et je dirais au-delà avec le monde académique pour mieux connaître les causes profondes des violences terroristes qui nous frappent, ou peuvent nous frapper, mais également peut-être pour mieux cerner les voies praticables pour prévenir et sortir de ces violences. Vous touchez là un point qui était extrêmement important et qui est un peu nouveau dans la façon dont on peut appréhender aujourd'hui le travail de renseignement. Longtemps, trop longtemps sans doute, les gens de renseignement ont travaillé un petit peu entre eux. Alors je ne veux pas caricaturer non plus, mais c'est vrai qu'ils avaient tendance à privilégier le produit du renseignement, à la fois ce qu'ils récupéraient comme information et puis la façon dont ils l'exploitaient, dont ils l'analysaient. Le monde de la recherche, le monde de l'université a aussi, pour d'autres raisons, et sans doute en partie idéologiques pendant longtemps, considérer que les sujets de renseignement ou l'aide qu'on pouvait apporter au renseignement avaient un caractère quelquefois un petit peu ambigu, un peu douteux. Enfin, on sentait une méfiance, si vous voulez. Nous nous employons à casser cette méfiance. Pourquoi ? Le renseignement, il a besoin de se nourrir en permanence de savoirs autres que ceux qu'il produit ou génère lui-même. Le renseignement, c'est un savoir, mais il y a des savoirs de diverses sortes. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'informations ouvertes. Il y a énormément de choses qui sont à disposition et avec les ouvertures que permet l'Internet, ces informations de sources ouvertes ont été démultipliées. Travailler sur ces sources-là, travailler sur ce qui est à disposition et qui est souvent le produit de la recherche ou le produit de l'enseignement, des créateurs de concepts, etc., c'est souvent aussi utile que de dépenser des moyens publics à aller rechercher par les moyens des services de renseignement, qui peuvent être quand même coûteux, des informations qui, si ça se trouve, sont à disposition de façon beaucoup plus libre. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que beaucoup de gens travaillent sur des sujets qui sont les préoccupations du renseignement. Pourquoi se passer de leur connaissance et de leur intelligence? Ça serait vraiment ridicule quand on travaille à prévenir le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Eh bien, il faut se rappeler que nous avons en France des décennies de travaux
de chercheurs depuis le 19e siècle qui ont apporté et qui peuvent permettre de comprendre des choses simples. Et on ne va pas redécouvrir aujourd'hui, par le biais du renseignement, que sans doute une des clés de ce qui se passe dans cette bande sahélo-saharienne peut tenir aux rivalités archaïques entre les Peuls et les Dogons, entre les chasseurs et les éleveurs, entre les nomades et les sédentaires. La réflexion des universitaires et des chercheurs a besoin d'être nourrie de l'expérience des opérationnels, et le travail des opérationnels doit être éclairé par un ensemble de savoirs, notamment de savoirs extérieurs. Voilà pourquoi nous avons organisé un certain nombre de choses autour notamment de l'Académie du renseignement, avec des cycles de conférences qui se passent à la coordination du renseignement pour que les analystes des différents services soient mis en contact de chercheurs, d'enseignants, de journalistes, mais aussi pour resserrer ces liens académiques, autour de l'Académie du renseignement, puissent s'organiser des formations diplômantes avec nos gens de renseignement, ce qui suppose de créer des filières diplômantes et donc d'associer aux préoccupations, aux enjeux du renseignement des instituts d'études politiques ou des universités. C'est ce qui se fait en ce moment. Et nous avons aussi créé à l'Académie du renseignement un prix annuel du renseignement qui a deux dimensions. Une dimension qui va récompenser une thèse sur le renseignement de façon à encourager ce type de travaux, et une dimension qui vise à récompenser une œuvre littéraire, artistique ou de vulgarisation sur les sujets de renseignement. Nous croyons beaucoup, je crois beaucoup, à ce mélange de ces cultures pour produire, encore une fois, la meilleure information au service des décideurs. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de poursuivre l'entretien et d'aborder alors les trois dimensions dont vous parliez, géopolitique, criminologique et stratégique, dans certains de leurs défis d'aujourd'hui et de demain. Et en commençant peut-être par le défi du terrorisme islamiste, un défi qui relève à la fois d'une vision géopolitique, avec les conséquences souvent induites par la fragmentation politique internationale et le chaos que cela peut engendrer, mais un défi qui relève également d'une vision criminologique, avec le phénomène d'hybridation entre le crime de droit commun et la violence politique. Alors aujourd'hui se pose en France et en Occident et plus généralement la question des revenants de la zone syro-irakienne, qu'ils soient des hommes combattants, mais également des femmes et des enfants. Et parallèlement se pose également la question des sortants de prison. Alors, plusieurs questions. Comment surveiller un nombre croissant d'individus pour les empêcher de passer à l'acte? Comment également éviter un phénomène de contagion radicale, de mimétisme sur des terreaux potentiellement propices, comme les lieux de détention, les lieux de culte, les lieux de vie? Et je dirais le tout dans un contexte où peut-être seule la dimension territoriale de Daesh a été annihilée, et dans un contexte également de tension permanente au sein de nos sociétés démocratiques entre sécurité et droits fondamentaux. Si on part de la situation de Daesh aujourd'hui, nous venons d'assister à la défaite militaire du proto-État territorial que Daesh avait installé depuis quelques années au Levant. Mais cette défaite militaire territoriale ne signifie aucunement la fin de Daesh, qui, depuis des mois, pour ne pas dire des années, l'a anticipé, notamment en mettant à l'abri une capacité financière extrêmement importante, plusieurs centaines de millions de dollars, investis dans l'économie réelle dans d'autres pays, mais elle avait anticipé aussi en mettant à l'abri ces cadres et aujourd'hui plusieurs milliers de combattants qui se terrent dans les zones reculées de Syrie ou plus vraisemblablement d'Irak et qui essaiment
dans quelques autres pays. Donc on n'en a pas fini avec Daesh. On en a avec Daesh, il y a toujours non seulement des militants mais des combattants. On n'en a pas fini non plus avec la dimension de communication de Daesh qui a gardé sa capacité et par son influence et ses publications sur l'Internet continue de catéchiser, voire de galvaniser un certain nombre de gens, les encourageant à poursuivre ou reprendre le combat, non plus au Levant car ça n'est plus possible, mais là où ils sont, c'est-à-dire bien souvent dans notre pays, ce qui est une des causes de ce terrorisme endogène dont nous souffrons. Donc on a ce combat qui a un peu changé de nature, qui est maintenant un combat informationnel, un combat de pédagogie d'une certaine façon, qu'il convient de mener en terminant le combat militaire auquel nos forces ont brillamment participé. Se pose la question des revenants, des djihadistes qui sont partis, qui reviennent ou qui ont été arrêtés là-bas. Notre doctrine, qui est du reste conforme au droit international, est que les criminels et les délinquants doivent être jugés sur les lieux où ils ont commis leurs crimes et leurs délits. Quand vous trafiquez de la drogue et que vous vous faites prendre en Thaïlande, et bien vous faites votre peine en Thaïlande et vous ne revenez pas en France. C'est la même chose pour les combattants de Daesh. Ceux qui reviendraient de toute façon, qu'ils soient pris, qu'ils aient été expulsés, par un pays tiers, par la Turquie, par exemple, qui joue un rôle très, très précieux à cet égard. De toute façon, des dossiers judiciaires ont été nourris sur eux et ils sont judiciarisés dans notre pays de façon à ce qu'il n'y ait aucune espèce d'impunité vis-à-vis de ces gens qui sont des criminels. N'hésitons pas à le rappeler. Alors, se pose maintenant la question de la prison, puisqu'ils ont vocation à être incarcérés, en tout cas c'est ce qui leur arrive la quasi-totalité du temps. Ils ne sont pas forcément repentis, même si beaucoup expriment pour les moyens de leur défense que qu'ils ont été trompés sur la façon dont ils sont engagés pour Daesh. Chacun le comprend. Ça n'en fait pas moins des militants salafistes qui restent très ancrés dans leurs convictions. Et la prison, malheureusement, depuis des années, a été un incubateur assez puissant, puisque c'est là que se rencontraient des délinquants de droit commun convertis ou salafisés avant ou en prison, et des djihadistes revenus des terrains de djihad avec souvent même une certaine aura. Voilà comment se produit une hybridation qui renforce la salafisation de détenus de droit commun qui, après, c'est le cas de la plupart d'entre eux, de ceux qui sont partis, peuvent devenir des djihadistes très, très convaincus. Voilà aussi comment les djihadistes qui reviennent et qui sont incarcérés par une forme de prestige et d'expérience transmettent aussi quelques mauvaises manières aux détenus de droit commun qu'ils fréquentent. Les auteurs des derniers attentats sur notre pays étaient tous des garçons qui étaient passés par la case prison et une conversion au salafisme avant ou en passant par cette case prison. Alors,
pour les traiter, il faut à l'évidence d'abord les évaluer et ensuite les isoler. C'est ce que notre gouvernement s'emploie à faire aujourd'hui. Tout condamné pour terrorisme est soumis à une évaluation tout à fait sérieuse de son niveau d'engagement dans les convictions salafistes. Et les détenus pour droit commun, mais dont on sait ou on comprend qu'ils sont radicalisés, sont aussi évalués de cette façon. Et de cette évaluation dépend largement leur orientation dans un type de détention qui est en train d'être construit de manière à ne plus permettre qu'il pollue le reste de la détention. Un dernier point, ces gens sont, pour un certain nombre d'entre eux, voués à sortir un jour de détention. Et nous avons mis en place avec le Bureau central de renseignement pénitentiaire, que la coordination a œuvré pour transformer en service national de renseignement pénitentiaire, ce que la dernière loi portée par Madame Belloubet a acté. Avec ce bureau et l'UCLAT, nous avons monté un système qui permet de les prendre, de les suivre en renseignement, dès lors qu'ils sortiraient de détention avec un service affectataire pour chacun de ces détenus en fin de peine. Alors, nous évoquions donc le terrorisme islamiste, mais peut-être pourrions-nous, avec les questions à venir, nous intéresser à d'autres formes et d'autres sources de terrorisme, en commençant par la scène intérieure. Alors, on se rappelle qu'en 2016, lors d'une audition parlementaire, le patron de la DGSI d'alors a annoncé que la mouvance d'ultra-droite n'attendait finalement qu'une confrontation avec l'islamisme radical. Et depuis, rien en France, à part peut-être une dizaine d'individus arrêtés sur le soupçon de préparation d'attentats contre des musulmans au printemps 2018. Mais en revanche, dans un contexte de précédents récents sur le plan international, on pense au Canada, mais on pense également, bien sûr, à la Nouvelle-Zélande. Mais dans un contexte également où de hauts responsables politiques nationaux soulignent leur crainte d'affrontements intercommunautaires, François Hollande, Gérard Collomb ou encore Valérie Pécresse. Et je dirais, quid en contrepoint du risque lié à l'ultra-gauche de type zadiste, avec peut-être la question nucléaire, enfin la question des déchets nucléaires par exemple. Alors ces deux risques de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche sont bien situés. Et je dois dire que fort heureusement, nos services de renseignement n'ont jamais levé le pied sur ces deux risques-là. Ils paraissent sans doute faibles à l'opinion publique, car ils s'expriment assez rarement et ils ont pu être entravés. Je rappelle quand même que Maxime Brunery, un militant d'extrême droite, il y a une douzaine d'années, a quand même tenté d'assassiner un président de la République. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Les services sont très actifs sur le risque de l'ultra-droite, a entravé pas moins de 3 projets d'attentats ou d'exactions depuis moins d'1 an, et c'est vrai dirigés contre des personnes étrangères et de confession musulmane, ce qui est arrivé dans d'autres pays, par exemple au Canada ou en Nouvelle-Zélande, nous incite à penser qu'il faut continuer d'être extrêmement vigilant. Il y a un prurit
de ressentiment suprémaciste, petit blanc, qui peut tout d'un coup se transformer en acte, et on y fait très attention. On est très attentif également à l'ultra-gauche qui a, il y a quelques décennies de ça, connu et perpétré de vrais attentats terroristes. Beaucoup de choses sont en place idéologiquement ou n'ont pas disparu pour que de nouveau nous soyons confrontés à ces formes de terrorisme. Les attentats que nous avons connus depuis des mois, notamment contre des brigades de gendarmerie, si ça n'est pas du terrorisme, ça y ressemble quand même beaucoup. Et puis, il y a une dimension qui, aujourd'hui, s'étale à la vue de tout le monde, c'est la violence que l'ultra-gauche a mis ces derniers mois dans un certain nombre dans le mouvement social dit des Gilets jaunes, avec très clairement des cibles désignées et un objectif qui est de fomenter des troubles. Donc il convient d'être également très attentif à ça. Alors, pour poursuivre, Monsieur le Préfet, je vous propose d'aborder la dimension stratégique, alors dans son acception d'interaction conflictuelle entre les États sur la scène internationale. Les États, certains États, ne sont jamais très éloignés des manifestations du terrorisme. On sait que les États mènent également des actions d'espionnage, d'influence, voire même pour certains des actions de subversion, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Alors, terrorisme d'État, création, manipulation d'entités violentes, censément indépendantes, utilisation de proxies ou je mets des guillemets, de patriotes pour des cyberattaques. Que pouvez-vous nous dire de cette implication des États ? Finalement, quelle est la nature et l'intensité des défis pour leur attribuer la paternité ou le parrainage d'actions dont certaines ont pu nous toucher en France? Et puis, je dirais, troisième question associée, sommes-nous en mesure de finalement nous placer à la hauteur des enjeux en termes d'évaluation de leurs intentions malveillantes et des capacités dont ils pourraient disposer pour ce faire? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les guerres entre États ont changé de nature assez largement. Et la guerre traditionnelle, conventionnelle, telle qu'on l'imagine, qui malheureusement sévit encore dans de nombreux endroits sur notre planète, concerne souvent aujourd'hui des conflits qui sont infranationaux, ou en tout cas infra-étatiques plus exactement, et qui concernent des mouvements de libération, des irrédentismes, des séparatismes, etc. Il y en a de nombreux exemples. Entre États, la conflictualité a changé de nature et elle est devenue souvent plus tout-terraine et plus dissimulée. Ainsi, les attaques passent par des moyens et des relais qui ne sont plus les chars et les canons et les avions de chasse, mais bien souvent le cyber, par exemple. Alors, les attaques cyber, c'est assez sophistiqué, mais c'est moins facilement repérable et ça peut faire tout autant de dégâts sans prendre de risques physiques pour l'attaquant et souvent avec une plus faible traçabilité. Ou bien ces conflits entre États peuvent se traduire par des soutiens à des groupes de terroristes, des proxys qui font le boulot à la place ou par l'intermédiaire
d'entreprises soi-disant privées, qui sont en fait des armées privées, mais dont on sait bien, sinon qui les arment, du moins qui les manipulent. Et puis, il y a d'autres dimensions qui permettent aux États de s'affronter, malheureusement, qui sont les dimensions de l'économie ou du droit, qui, bien souvent, sont détournés dans des... je ne peux pas appeler ça des guerres, mais enfin des conflits d'une autre nature, mais qui emportent eux-mêmes des conséquences considérables pour les États ou les pays et qui en sont les victimes. Alors, sur tous ces sujets, nous sommes très avertis et le travail des services de renseignement est devenu à cet égard plus complexe que ce qu'il était dans les décennies précédentes, puisqu'il doit être en permanence en alerte sur toutes ces dimensions de conflictualité qui ne disent pas aussi ouvertement leur nom. On ne déclare pas la guerre à un autre État. Surtout que sur certains sujets, deux États peuvent être partenaires, alliés. Bon, par exemple, parce qu'ils sont confrontés au même adversaire, c'est le cas souvent en matière de lutte contre le terrorisme. En revanche, ces mêmes États pourront être des adversaires extrêmement acharnés sur d'autres champs, comme celui de la concurrence économique, par exemple. Voilà. Donc, on n'est pas complètement alliés, complètement partenaires ou complètement adversaires aujourd'hui entre terres. Voilà où le champ du renseignement peut être extrêmement précieux en analysant tout ça et en portant aux autorités qui, encore une fois, au service desquelles le renseignement n'est qu'un outil, en leur apportant les meilleurs éclairages, y compris sur les angles morts qui échappent à ce que chacun laisse voir ou voudrait montrer. C'est le travail du renseignement. Le renseignement est bien équipé pour ça dans notre pays. Ces dernières années, notamment du fait de la lutte antiterroriste qui est devenue une priorité stratégique pour nos gouvernements successifs, les moyens des services ont été renforcés, et notamment leurs moyens techniques qui permettent, par exemple, en termes de cyberdéfense, d'être aujourd'hui très pointu. Voilà un peu comment les choses se présentent. Et les services étant traditionnellement dédiés à des types de missions, à des types de tâches, on ne fait pas la même chose à la direction du renseignement militaire et au renseignement territorial de la direction générale de la police nationale. Il revient à la coordination, qui est une sorte de point haut, qui encore une fois n'est pas un service directement opérationnel et qui n'a pas une autorité hiérarchique ni fonctionnelle sur les services. Il appartient à la coordination du renseignement d'être dans ce rôle de tour de contrôle, de point haut, de façon à pouvoir regarder avec une perspective plus large comment les choses se passent, et notamment de s'efforcer à déceler les angles morts que les services, soit par habitude, soit par hyper spécialisation, peuvent de temps en temps laisser de côté. Aujourd'hui, nous devons être vigilants sur tout. Alors, peut-être pour revenir à ce point haut et ce que vous pouvez observer du travail des services, est-ce que vous diriez qu'il existe un tropisme technologique que vous chercheriez ou plutôt à contenir et
et à faire conjuguer, en tout cas contrebalancer par l'expertise en plus humaine. Alors ça, aujourd'hui la technique est un soutien considérable et dont on ne saurait se passer dans les services de renseignement, ça va de soi. Mais la technique n'est que la technique. La technique doit être orientée, la technique n'empêche pas un travail d'analyse et les sources humaines ne seront jamais remplacées par la technologie, même si la technologie aide considérablement, bien évidemment, le travail des sources humaines en complémentarité. Et donc, il y a une forme de mirage de la technologie si on décide de tout mettre dans la technique et de tout résoudre par la technique. On ne peut pas s'en passer, mais ce serait véritablement un leurre que de ne compter que dessus et sur le développement des solutions d'intelligence artificielle. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle est absolument nécessaire parce qu'on rencontre des problèmes considérables de tri des masses de données qui arrivent, par exemple, par l'Internet ou les moyens de communication. Mais tout ça doit être contrôlé et le rôle de l'humain dans le renseignement qui, à la fin, va quand même avoir l'étincelle ou la créativité que n'a pas forcément la technologie, ça c'est absolument irremplaçable. C'est important de suivre évidemment la technique parce que autant si on la maîtrise, elle est une ressource et une aide, autant si on ne la suit pas et si elle nous dépasse, elle devient là une menace. Elle devient une menace. Voilà pourquoi les services de renseignement, sur les centaines de postes qui ont augmenté leurs effectifs ces dernières années, encore par la loi de programmation militaire adoptée l'an passé, ont consacré une bonne proportion de ces ressources supplémentaires au cyber. Alors, Monsieur le Préfet, une ultime question. Pour éclairer l'avenir au travers d'une approche prospective du renseignement, alors qu'on l'a évoqué, les développements technologiques promettent à la fois un monde meilleur, mais également stimulent le développement de stratégies malveillantes, indirectes, hybrides, à l'heure également de l'information continue et instantanée. Alors, comment, dans ce monde d'aujourd'hui, se maintient-on sur le chemin de crête entre les différents aspects qui ressortissent de notre stratégie de renseignement, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'espionnage, la lutte contre la prolifération, la lutte contre les cybermenaces, la lutte contre la criminalité organisée, mais également l'éclairage géopolitique et géostratégique des autorités. Donc, comment se maintient-on sur ce chemin de crête pour que l'accent sur certains aspects ne se fasse pas au détriment des autres aspects et finalement pour conserver un temps d'avance sur la menace? Vous avez employé l'expression chemin de crête qui me semble être tout à fait adaptée. L'alpiniste marchant sur le chemin de crête doit pas après pas faire attention à ne pas dévisser ni sur sa droite ni sur sa gauche s'il veut continuer à progresser. Eh bien, il en est de même pour les services de renseignement qui, du fait de la multiplicité des objectifs qui peuvent leur être donnés, doivent en permanence être attentifs aux priorités. Parce que la seule façon de s'en sortir, c'est de prioriser ces interventions, l'affectation de ces moyens en fonction, bien sûr, des priorités que les autorités donnent aux services de
renseignement. Les services, ils conseillent, ils éclairent, mais ils ne sont pas autonomes dans leur orientation. Ce sont les autorités politiques d'un pays qui leur assignent des objectifs. Et on a pour ça deux outils en France que conduit la coordination du renseignement, qui sont la stratégie nationale du renseignement et puis ce qu'on appelle le plan national d'orientation du renseignement qui décline cette stratégie nationale en fonction de grands objectifs. Voilà, je ne suis pas plus long sur ce plan d'orientation du renseignement, mais il est recalé en permanence en fonction de ces grands objectifs stratégiques et de ce qu'on sait de l'évolution de la situation ou des des sujets qu'on traite. Alors il faut être très rigoureux là-dessus parce que sans ça on se disperse. Oui. Nous n'avons pas les moyens de nous disperser. On fait de gros efforts de mutualisation, par exemple, des moyens techniques entre les services pour ne pas payer 5 fois ce qui peut servir à tout le monde. Une fois les priorités établies, il faut s'y tenir le temps que la priorité reste la priorité, savoir en changer à temps, savoir les partager, les faire connaître, regarder la dimension internationale dont on a peu parlé, mais qui aujourd'hui est cardinale pour les services de renseignement, car ils fonctionnent de plus en plus dans un monde de solidarité entre États et donc en services de renseignement en fonction d'objectifs partagés, ce qui donne plus de force à l'action. Et ces priorités, il faut veiller à les analyser de façon froide. Le meilleur service que les gens de renseignement peuvent apporter à leurs autorités, c'est de garder une forme de distance par rapport aux émotions du moment, par rapport à la force de l'opinion publique qui, comme chacun sait, peut varier, et garder toujours cette capacité de penser les choses, de les imaginer, de se projeter dans l'avenir de la manière la plus objective possible, de façon à livrer à nos autorités des analyses, des éléments d'explication, des éléments d'anticipation qui leur permettront, pense-t-il, de faire les meilleurs choix. Alors après, ils en font un peu ce qu'ils veulent des informations, des renseignements fournis par les services. Mais il ne faut pas que les services anticipent, biaisent en pensant, voilà ce que notre autorité pourrait avoir envie d'entendre. Ou, vous voyez, le rôle des services vis-à-vis de leurs autorités est dans une complète loyauté, complète franchise, y compris si les choses à dire ne sont pas toujours agréables à entendre, plutôt que dans l'habileté. Bien, Monsieur le Préfet, nous arrivons au terme de cet entretien et je voudrais vous remercier pour ce temps que vous avez bien voulu nous consacrer, pour l'éclairage dont vous avez fait bénéficier sur les enjeux et les défis présents et à venir à la croisée du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Préfet. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir ainsi permis de faire un peu de pédagogie peut-être sur ce qu'on fait et de valoriser les enjeux du renseignement qui ne sont pas toujours bien perçus ou qui bénéficient d'une image quelquefois un peu voilée dans notre pays, un renseignement essentiel et qui est un art noble. Merci, Monsieur le Préfet.